Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel préside la commémoration du 76e anniversaire des adeptes de la Tariqa Qadiriya en Afrique de l'Ouest. À l'instar de la communauté internationale, notre pays célébrera demain la fête du 1er mai. À la veille de Eid el-Fitr, les populations se ruent vers les marchés de vêtements et de bétail. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Da Ould-Sidi Ould Ahmad Taleb, a supervisé hier soir un Nimjat relevant de la wilaya d'Itrarza la commémoration du 76e anniversaire des adeptes de la Tariqa Qadiriya en Afrique de l'Ouest. À cette occasion, le ministre a formulé des prières et bénédictions à l'endroit du martyr du pays et de la Oumma islamique, feu Cheikh Aya Cheikh Taliboué. Plus de précisions avec Aminata Khan. Comme à l'accoutumée à la veille de chaque fête de Korité, les adeptes de la Tariqa Qadiriya commémorent leur anniversaire. Ce 76e anniversaire est marqué par la disparition de feu Cheikh Aya Cheikh Taliboué. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel Da Ould-Sidi Ould Ahmad Taleb a supervisé à Nimzat la commémoration de cet anniversaire, soulignant que ce genre d'activité bénéficie d'une grande attention de la part du gouvernement. L'État compte, dit-il, sur de telles manifestations pour la diffusion de la culture de la fraternité, pour la dynamisation des liens religieux et la sunna du prophète PS Ali sur lui, ainsi que la transmission d'un discours exempt de fanatisme, d'extrémisme et de haine. Il a souhaité la bienvenue aux adeptes de la Tariqa venus des pays voisins, indiquant que cette rencontre qui réunit un grand nombre de Mauritaniens et les pays voisins constitue une opportunité pour porter un important message à caractère multidimensionnel, religieux, politique, culturel et social. À son tour, au nom du Khalif général de la Tariqa Qadiriya en Afrique de l'Ouest, Abdelaziz Ould Cheikh Aya Ould Cheikh Saad Bou a présenté ses remerciements au président de la République pour la grande attention qu'il accorde au village béni de Nimzat, faisant part de leur soutien inconditionnel à son excellence. Il a en outre souhaité la bienvenue au ministre et la délégation qui l'accompagne, remerciant les sympathisants de la Tariqa Qadiriya pour leur souci permanent à assister à cette manifestation importante. Il a ajouté que le Khalifa Qadiriya est plus que jamais résolu à diffuser le rayonnement religieux et culturel que sous-tendent la modération et le rejet de l'extrémisme et du fanatisme. Au nom des jeunes du village de Nimjat, Cheikh Saad Bou ou le Cheikh Abdati a abondé dans le même sens, souhaitant la bienvenue à la délégation ainsi qu'aux adeptes de la Tariqa al-Qadiriya. À la veille de la fête internationale du travail que notre pays célébrera demain, à l'instar de la communauté internationale, le ministre de la fonction publique et du travail, M. Mohamed Ould Abdallah Ould Othman, a prononcé un discours dont voici une synthèse avec Abdul Adamaba. Cette fête du travail est une nouvelle fois l'expression de l'indépendance et du rôle joué par les travailleurs dans le développement social du pays. Cette fête est aussi une opportunité pour les partenaires sociaux de voir les voies et moyens à même de valoriser l'essor des travailleurs, ce qui constitue un pan du programme Ta'ahoudati du chef de l'État Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, ce programme qui est mis en œuvre par le gouvernement du Premier ministre Mohamed Ould Bilal. Le coronavirus a constitué une menace pour l'économie planétaire. Dans ce cadre, afin de juguler les répercussions de cette pandémie, des mesures ont été prises par les hautes autorités du pays, ce en collaboration avec les partenaires au développement. Afin de renforcer les capacités des ressources humaines de la fonction publique, un programme de formation dédié aux travailleurs a été entériné en février 2021. Dans ce cadre, 76 programmes de formation vont être offerts, bénéficiant ainsi à plus de 1000 employés de la fonction publique dans différents domaines dont la communication, les ressources humaines, l'archivage, les langues, l'administration générale, entre autres. L'allocution prononcée par le chef de l'État lors de la sortie de la dernière promotion de l'ENAJM reflète la vision que doit revêtir l'administration afin qu'elle soit à même de relever les défis du développement.
Le projet Grand Tortue Ahmeyim, qui est un projet commun entre notre pays et le Sénégal, entre dans une phase avancée avec les travaux de forage de 4 puits de production de gaz. L'évolution future devra donner lieu à un début de production de gaz en 2023. Plus de détails avec Aminata Khan. Réalisation de 76% des travaux de mise en œuvre du projet Grand Tortue Ahmeyim, un projet supervisé par les sociétés Cosmos et BP. Il est attendu que les premiers lots de gaz de ce champ soient extraits au cours du mois de novembre ou de décembre de l'année 2023. Les équipements sont arrivés sur le port de l'Amitié et serviront à l'extraction du gaz ainsi qu'à l'installation de l'usine de traitement du stock. Ces équipements destinés à ce projet via le port de l'Amitié augmenteront les revenus du port de 27,5 millions de dollars, soit environ 1 milliard à ce stade du processus de mise en œuvre du projet. Le projet gazier Grand Tortue Ahmeyim est le projet gazier le plus profond au monde. Il a nécessité un recours à l'utilisation de nouvelles technologies dont certaines seront utilisées pour la première fois, ce qui indique la complexité du processus d'extraction du gaz de ce champ situé entre notre pays et le Sénégal. Il est à noter que ce projet a permis la création de 120 emplois directs et la formation de 40 techniciens dans les domaines des opérations d'expédition et de distribution. La formation et la qualification des cadres nationaux devient ainsi une priorité pour le département du pétrole, de l'énergie et des mines. Nous recevons donc pour plus d'informations sur ce grand projet, M. Tourad Abdelbaki, qui est directeur général de la Société du Grand Projet. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Parlez-nous d'abord du projet Grand Tortue Ahmeyim, de sa gouvernance, de ses différentes phases, de son prérogative d'exécution et son coût et ses difficultés. C'est trop de questions à la fois. Merci beaucoup. Je tiens quand même à vous remercier pour m'avoir permis de donner certains compléments d'information à vos spectateurs et au public en général. J'aimerais quand même commencer par le fait que la Mauritanie et le Sénégal ont eu la chance d'avoir des relations séculaires basées sur un partage culturel, un partage géographique, un partage économique. La géologie nous a aidés dans le sens que le projet JETA est venu effectivement renforcer cette relation à travers ces gisements qui s'étalent de part et d'autre de la frontière. Donc en 2018, les deux États ont convenu de développer ce projet conjointement. Ils ont alors signé un accord de coopération intergouvernementale et son addendum fiscal en 2019. Donc dans le cadre de la mise en œuvre de cet ACI, donc ils ont mis en place un comité stratégique présidé par les deux ministres de l'énergie dans les deux pays, une commission consultative qui prépare les décisions relatives à ce projet, et évidemment essaie encore de lever tous les obstacles qui peuvent se dresser devant son développement. En même temps, les partenaires dans les deux pays, BP Mauritanie, Cosmos Mauritanie, CMH dans la Mauritanie, et BP Sénégal, Cosmos Sénégal et Petrosen du côté du Sénégal, ont des forums de gouvernance, donc un comité de direction et des comités sous-comités techniques. Donc, tous ces forums de gouvernance se réunissent régulièrement pour prendre les décisions qui conviennent pour avancer le projet. D'ailleurs, récemment, la semaine passée, donc, le comité stratégique et la commission consultative se sont tenus en workshop. Ceci dit, le projet est assez complexe, vous l'avez dit dans l'élément introductif. C'est le projet le plus profond dans le monde aujourd'hui. En plus, c'est un projet qui est construit, qui est développé, dont les éléments sont approvisionnés et étudiés techniquement dans une dizaine de pays. L'FPSO, la plateforme de traitement de gaz et de stockage et d'export des condensats, elle est en construction en Chine. Le bateau de liquéfaction du gaz, il est à Singapour. Les pipes sont fabriqués en Angleterre, traités en Malaisie, en Indonésie. L'enrochement de la digue est fait en Mauritanie ou bien est procuré en Mauritanie. Les caissons sont faits au Sénégal. C'est un projet tellement complexe, donc sa gouvernance n'est pas aussi facile. Et la Covid n'est pas venue vraiment faciliter les choses.
Malheureusement, certains projets, grands projets, se sont arrêtés à cause du Covid. Et le nôtre a souffert, mais heureusement qu'effectivement, il a souffert d'un retard d'une année, de quelques mois. C'est vrai, avec certains surcoûts, effectivement, qui rendent sa phase un peu moins économique qu'auparavant. Donc, le projet consiste en 3 phases. Une première phase, c'est dans le cadre de cette première phase qu'on parle aujourd'hui. Donc, elle est aujourd'hui à 75% d'exécution. Donc, les 4 forages qui viennent de commencer. Donc, ils constituent 4 parmi à peu près une douzaine de forages qui doivent être forés. Ils vont se continuer. Le forage va continuer jusqu'à la fin de l'année. On espère que le FPSO arrivera avant la fin de l'année. Les FLNJ, c'est-à-dire les bateaux de liquéfaction, lui arrivera encore quelque part peut-être au début de l'année prochaine. Tout ça, c'est pour garantir un commencement de la production de gaz avant la fin de 2023. Ce projet, malheureusement, comme je l'ai dit, il est complexe. Mais malgré ça, avec l'engagement des États et l'engagement surtout des partenaires, il faut quand même le saluer. Donc on est aujourd'hui à 75%, ce qui présage de bonnes choses pour les phases futures du projet, qui sont vraiment la fondation économique du projet. Qu'est-ce que les citoyens peuvent attendre de ce projet, les retombées économiques? Voilà, les retombées économiques, pour ce qui est de la phase 1, qui absorbe beaucoup de coûts qui sont liés à des investissements qui vont bénéficier aux phases futures des projets, son économicité les limites. C'est vrai que pour les États qui ne dépensent pas de l'argent, donc la rentabilité est plus ou moins acceptable. Selon le modèle économique qui a été établi pour le projet, c'est la base d'un prix du baril à $60 par baril, ce qui est à peu près conservateur vis-à-vis, donc en comparant avec les prix d'aujourd'hui. Il est attendu que les États vont gagner après 5 milliards. Mais j'ai dit que cette phase n'est pas l'économie du projet. L'économie du projet, c'est les autres phases. Les mêmes modèles, avec les mêmes hypothèses, prédisent que les États vont avoir, sur 30 ans après, 40 milliards de dollars. Ceci, quand même, je souligne que ces modèles sont assortis de certaines conditions. Les prix ne sont pas maîtrisables. Aujourd'hui, on se rappelle qu'en mars 2020, les prix du pétrole ont été vendus à des prix avec des chiffres négatifs. Aujourd'hui, c'est vrai qu'ils sont un peu hauts. Les coûts encore peuvent évoluer d'une manière un peu non maîtrisable. On l'a vu avec la phase 1 et les niveaux de production lui-même. C'est vrai que pour la phase 2, le plan de développement initial prévoyait 3,5 millions de tonnes par an, comme pour la phase 3, pour arriver à un plateau de 10 millions de tonnes par an. Donc, si toutes ces hypothèses vraiment concordent, vont dans le bon sens, et je pense que voilà, il y a des économies à espérer de la part. Il y a de quoi être optimiste. Voilà. Je rappelle que vous êtes le directeur de la SMH, qui dépend du ministère du pétrole. Quelles sont les mesures que vous avez prises pour accompagner ce projet? Ça, c'est une question extrêmement importante et je pense que l'État, avec tous ses démembrements, quand même, s'attelle à répondre à cette question. Nous avons affaire avec des sociétés de grande taille, des sociétés qui ont une pléthore d'ingénieurs extrêmement expérimentés, des juristes, des économistes, vraiment un nombre suffisant et en qualification. Et un dialogue sensé avec eux doit impliquer effectivement des ressources humaines de même niveau de qualification. C'est dans ce cadre que le ministère et la SMH ont procédé à des recrutements en 2020 et 2021, d'ailleurs qui ont permis de recruter une équipe vraiment de haut niveau, évidemment, qui est en train d'acquérir assez d'expérience, qui va renforcer effectivement d'autre part, les outils techniques, le secteur nécessite vraiment, c'est un secteur extrêmement standardisé, extrêmement technique. Il va falloir qu'on se dote un outil technique et nous sommes sur cela, donc grâce notamment à un financement de la Banque mondiale qui est en cours et qui va permettre, souhaitons-le, de procurer certains équipements techniques et surtout des softwares de modélisation. D'autre part, il est nécessaire que la gouvernance et l'organisation
suivent. Nous sommes face à comme je l'ai dit, à des sociétés de très haut niveau. Il faut qu'on essaie de nous hisser à leur standard de gestion et de gouvernance. Et nous avons mis le premier pas sur le processus de mise à niveau de cette gouvernance et d'organisation. Finalement, je pense que la planification, c'est un paramètre extrêmement important. Donc, une gouvernance en planification n'a pas de sens. Et dans ce cadre, le département a engagé certaines études très importantes avec des bureaux d'expertise de renommée pour pouvoir planifier effectivement ce qu'il y a à faire. Notamment, on est sur une vision stratégique du secteur, on est sur l'élaboration d'un plan directeur pour l'utilisation du gaz, une stratégie de contenu local, et même la transformation de la SMH la réflexion sur cette transformation a été entamée pour qu'elle puisse vraiment remplir les missions que l'État lui a assignées convenablement. Merci, M. Tourad Abdelbaki. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la Société Mauritanie des hydrocarbures. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Cap sur la wilaya de l'Adrar, plus précisément la Muqata'a d'Attar, la capitale, où s'est tenue une cérémonie de remise d'attestation de reconnaissance et d'importantes sommes d'argent aux lauréats du concours du Ramadan. Le concours a été caractérisé cette année par une nouvelle approche marquée par le renforcement des efforts de l'État visant à soutenir l'enseignement à distance tout en préservant sa dimension religieuse. Plus de détails avec Amina Takan. Les rideaux sont tombés sur le concours de récitation du Saint-Coran organisé à Attar par la Mahadra Omar ibn Khattab. C'est à cette occasion qu'une cérémonie a été organisée pour primer les 6 meilleurs élèves, 3 garçons et 3 filles qui se sont distingués au cours du mois béni du Ramadan dans la récitation du Saint-Coran. S'exprimant au nom du Wali de l'Adrar, son représentant a d'emblée remercié les responsables au niveau de la Mahadra Omar ibn Khattab, mais également les participants qui, a-t-il dit, ont redoublé d'efforts et d'abnégation pour hisser leur école à un haut niveau. Lui succédant, ce responsable a remercié les autorités pour leur soutien constant au Mahadra du pays, indiquant que les autres n'ont pas démérité mais qu'il fallait départager et que les 6 gagnants ont été ceux qui se sont le plus distingués. S'exprimant au nom de la Mahadra Omar ibn Khattab, le gérant a déclaré que cette Mahadra, créée en 2013, accueille aujourd'hui 60 apprenants, dont des filles et des garçons. Il a indiqué que ce concours va se perpétuer, Inch'Allah, à l'avenir et que cette année 1434 de l'Hégire a été marquée par la saine concurrence au niveau de la Mahadra Omar ibn Khattab. À la fin de la cérémonie, des attestations et des prix ont été remis à tous les participants. En cette fin du mois béni du Ramadan, les concours de récital du Saint-Coran se terminent par des cérémonies où les lauréats ont été primés. C'est le cas notamment à Nouadhibou et Zouarat. Retour à Abdul Adamaba. Les rideaux sont tombés dans le cadre de la première édition du concours de récitation du Saint-Coran du regroupement des imams et cheikhs des Mahadra du quartier Tarhil de la ville de Nouadhibou, ce sous la supervision de la direction régionale des affaires islamiques de la wilaya de Dakhli-Nouadhibou. Le directeur régional des affaires islamiques a loué les bienfaits de ce concours dans le cadre de la propagation des valeurs islamiques. Il a aussi indiqué l'importance de cette activité pour l'évolution et la sauvegarde du patrimoine religieux de la société. Les autorités municipales ont aussi pris part à ces cérémonies de clôture. Le maire de la commune de Nouadhibou a une nouvelle fois formulé les bonnes dispositions de la municipalité afin d'accompagner l'enseignement du Saint-Coran. Il a aussi mis en avant l'importance de l'apprentissage du Saint-Coran pour l'éducation des résidents. Les récipiendaires ont à la fin reçu des distinctions après s'être illustrés durant ce concours d'autres acteurs qui ont joué un rôle important. Dans le cadre de la réussite de cet événement ont aussi été primés à Zouerat aussi le concours de récitation du Saint-Coran qui a été organisé dans le cadre de l'animation du mois béni du Ramadan a pris fin. Cette activité a pu se tenir grâce au concours de la municipalité de Zouerat. Le hakim de la Morata de Zouerat a remercié la mairie pour avoir organisé ce concours. Il a loué les vertus du Saint-Coran à l'aide de versets qui ont été prononcés à la fin. Les récompenses ont été décernées aux récipiendaires. Ils ont eu droit à des récompenses financières.
En cette journée du mois béni du Ramadan, le prêche présenté par le faqih Isselmou Sidi Moustapha a porté sur la zakat de l'Eid al-Fitr ou le Mouna. Retour à Abdul Adamaba. La Zakat el-Fitr est la fête de l'Eid el-Fitr proprement dit, tel est le thème de cette conférence qui est organisée au sein de la mosquée saoudienne de la capitale. Le public venu pour suivre cette présentation a eu droit à un exposé de la part du faqih Isselmou Sidi Moustapha. Il a indiqué la nécessité de s'acquitter de la zakat avant le jour de la fête. Il a aussi, à l'aide de versets tirés du Saint-Coran et des enseignements de la sunna prophétique, mis en avant l'utilité et l'importance de la zakat. Le médecin Ahmed Oulel Hamed a pour sa part axé sa présentation sur la santé bucco-dentaire. Il a mis en avant les mesures et dispositions qu'il faut prendre pour une santé bucco-dentaire tout en préservant la propreté des dents. À la veille de la fête de l'Eid al-Fitr, les marchés sont pris d'assaut par les citoyens venus faire leurs achats. Les étals regorgent d'habits de tout genre et ce pour tous les âges et tous les goûts. Les préparatifs vont bon train. Aminata Khan nous en dit plus. Le compte à rebours a déjà commencé plus que quelques heures avant la fête de l'Eid al-Fitr al-Moubarak et depuis plusieurs jours, les citoyens vivent déjà le climat des préparatifs de la fête. Le grand marché de la capitale est en effervescence. En effet, des foules de clients ont envahi les grandes artères de ce marché, un spectacle qui ressemble au jour des grandes foires. Et pour permettre aux citoyens de mener à bien leur activité en toute tranquillité dans ces lieux, la sécurité a été garantie. Des prix accessibles à toutes les bourses, ce sont les propos que nous avons recueillis des clients que nous avons rencontrés et à qui nous avons tendu le micro. Ils ont indiqué que les prix sont abordables. D'autres, cependant, ont décrié la cherté de certains articles. Des articles féminins à bon prix. Par ailleurs, le marché est inondé de toutes sortes de marchandises de femmes, particulièrement le voile, mais aussi les sacs à main, les chaussures, les produits cosmétiques, entre autres. Là aussi, chacun trouve l'article à sa convenance au prix équivalent. C'est ce que nous a confié cette dame qui a indiqué qu'il y en a pour toutes les bourses. Après un mois de jeûne, de repentir et de prière, l'heure est à la célébration de la fête de l'Eid al-Fitr al-Moubarak, une des raisons qui pousse bon nombre de parents à amener leurs enfants au marché pour leur acheter tout ce qu'il leur faut pour célébrer dignement cette fête importante pour les musulmans. Il en va de même à Kaïdi et Zouerat où la frénésie de la consommation gagne toutes les franges de la société. Abdul Adamaba. Avec la fin du Ramadan, les résidents de la ville de Kaïdi sont déjà en train de préparer la fête de l'Eid el-Fitr. Les marchés de cette ville accueillent ces jours de nombreux citoyens à la recherche d'articles nécessaires pour être fin prêts pour la fête. Les clients apprécient les habits trouvés sur les lieux. Ces femmes affirment avoir trouvé plusieurs variétés de malefas qu'elles semblent apprécier. Elles affirment s'être procuré des habits pour la fête. Ce vendeur souligne que les daras sont disponibles en fonction des prix. Il indique que certains daras coûtent 3 000 ouguiya, 6 000 entre autres. À Zouerat aussi, le marché de cette ville ne désemplit pas à l'approche de la fête de l'Eid el-Fitr. Les résidents mettent les bouchées doubles pour disposer des habits neufs et de tous les articles nécessaires pour passer une bonne fête. Ces résidents ont déclaré que les habits sont disponibles en quantité et en qualité, mais ils déplorent le coût élevé des articles. Par exemple, le dara Isbi, souligne-t-il, coûte 9 000 émeruya. Cette autre cliente exprime quant à elle sa satisfaction. Elle a indiqué qu'elle a pu se procurer des habits pour les enfants. Cette vendeuse fait part de sa satisfaction pour l'affluence. Elle a précisé que tout se passe bien au sein de ce marché. C'est la fin du journal. Le rappel des titres. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel préside la commémoration du 76e anniversaire des adeptes de la Tariqa Qadiriya en Afrique de l'Ouest. À l'instar de la communauté internationale, notre pays célèbre demain la fête du 1er mai.
À la veille de Eid al-Fitr, les populations se rient vers les marchés de vêtements et de bétail. Merci d'avoir suivi ce journal, Madame, Messieurs, et à bientôt, Inch'Allah.